Il existe des lieux aux Philippines où l'air est différent, où les nuages coulent comme des fleuves et les montagnes semblent avoir été sculptées par des dieux en colère. Ce sont les sommets cachés, les paysages étonnants que vous ne trouverez dans aucune brochure de voyage. Nous parlons de 30 lieux, chacun plus déconcertant que le précédent. Nous explorerons des crêtes déchiquetées, des forêts interdites et des pics qui tonnent. Ce que personne ne vous dit, c'est que certains de ces endroits sont gardés par plus que de simples sentiers difficiles. Notre voyage commence au cœur de Mindanao, dans la province de Bukidnon. Ici, caché dans l'immense chaîne de montagnes Kitanglad, se dresse un véritable géant, le mont Dulang Dulang. À 9692 pieds, c'est la deuxième plus haute montagne de toutes les Philippines. Mais ce qui le rend vraiment spécial n'est pas seulement sa hauteur, c'est la forêt qui l'habille. C'est un lieu de magie ancienne et profonde. Au fur et à mesure que vous montez, le monde change. L'air devient frais et lourd d'humidité. Vous entrez dans l'une des forêts de mousse les plus intactes et les plus étendues de la planète. Pour rester poli, c'est un rêve fiévreux de biodiversité. Des arbres noueux, vieux de plusieurs centaines d'années, sont drapés d'une mousse verte et épaisse qui pend comme des rideaux en lambeaux. Le sol lui-même est un tapis doux de fougères, de lichens et de feuilles mortes. Le brouillard est si épais que vous pouvez à peine voir à 20 pieds devant vous. Et les seuls sons sont le goutte, goutte, goutte de l'eau et les appels d'oiseaux cachés. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il s'agit d'un lieu sacré. C'est le domaine ancestral de la tribu Talandig qui considère la montagne comme le foyer de leurs ancêtres. On ne peut pas simplement escalader ce pic. Pour y avoir accès, vous devez obtenir un permis et participer à un rituel sacré, mené par un ancien tribal pour demander aux esprits le passage en toute sécurité. Ce n'est pas une randonnée touristique, c'est un pèlerinage. Et les créatures ici sont d'un autre monde. Cette chaîne est l'un des derniers habitats restants du magnifique aigle des Philippines, l'un des plus grands et des plus puissants aigles du monde. Pendant que vous faites de la randonnée, vous pourriez apercevoir un coluco, souvent appelé les murs volants. Ces créatures nocturnes et timides glissent entre les arbres moussus, utilisant un rabat de peau qui s'étend entre leurs membres. Pour ceux qui veulent voir cet endroit, le voyage est difficile. Vous devriez atterrir à Cagayan de Oro, puis prendre une longue fourgonnette ou un trajet en bus de plusieurs heures jusqu'à la ville de Lantapan. De là, c'est une randonnée de plusieurs jours, extrêmement difficile. Vous devrez camper dans des conditions froides et humides. L'hébergement à Lantapan est basique, mais la ville voisine de Malébale offre des hôtels plus confortables. Pendant que vous êtes à Bukidnon, vous devez essayer la nourriture. La province est connue comme le panier alimentaire de Mindanao. Les ananas sont célèbrement sucrés et vous pouvez trouver des plats locaux comme le binaki, un tamalé de maïs sucré cuit à la vapeur dans sa propre enveloppe. C'est une montagne qui exige le respect. C'est une cathédrale de nature vivante et respirante. Mais le voisin de Dulang Dulang détient un secret encore plus étrange, un sentier nommé en l'honneur des singes. Des pics brumeux de Mindanao, nous voyageons vers le nord jusqu'à l'épine dorsale accidentée de Luzon, jusqu'à la province d'Ifugao. Cette région est célèbre pour ses rizières en terrasse, mais elle cache aussi certains des pics les plus difficiles du pays. Bienvenue au mont Tabayoc. À 9252 pieds, c'est la deuxième plus haute montagne de toute Luzon. Mais sa véritable renommée, sa caractéristique la plus étonnante, n'est pas seulement la vue depuis le sommet, c'est ce qui entoure sa base. Le mont Tabayoc est entouré de 4 lacs mystiques et cristallins. Le lac Tabeo, les lacs Ambulalacao, Letlag et Incolos. Ces étendues d'eau, scintillantes comme des joyaux oubliés dans le froid de la haute altitude, sont considérées comme sacrées par la tribu locale Kalanguya.
L'air ici est raréfié et froid, un monde à part des plages tropicales. Les forêts sont épaisses de pins et de cette même mousse incroyable, irréelle. Mais ce que personne ne vous dit à propos du mont Tabayok, c'est le voyage jusqu'au sommet. Il est connu et redouté sous le nom de sentier du singe, Monkey Trail. Et ce n'est pas vraiment un sentier. C'est un parcours d'obstacles. Oubliez un chemin doux. Ceci est une escalade verticale, un chaos de rochers, de racines noueuses et de lianes emmêlées. Vous utilisez littéralement vos mains et vos pieds pour vous hisser, tout comme un singe. Le sentier est souvent glissant debout, faisant de chaque pas un défi. C'est une ascension brute, indomptée et physiquement exigeante qui met vos limites à l'épreuve. Mais la récompense en vaut la peine. Lorsque vous percez enfin la canopée, les panoramas sont à couper le souffle. Vous pouvez voir toute la chaîne du Kitanglad, où nous étions il y a peu, s'incliner au loin. Le sentiment d'accomplissement, d'avoir conquis le sentier du singe, est immense. Atteindre ce royaume caché est une aventure en soi. Vous devriez prendre l'avion pour Manille, puis vous préparer à un trajet en bus de nuit de 9 à 10 heures jusqu'à la célèbre ville de Banao. Mais vous n'avez pas fini. De Banao, vous devez louer un jeepney, un bus local décoré de couleurs vives, pour un trajet de plusieurs heures, secouant les eaux sur des routes accidentées jusqu'au point de départ, à Kabayan, Benguet. C'est profondément dans les montagnes. Où dormir? Oubliez les hôtels. Vous trouverez des logements chez l'habitant très basique dans les villages près du point de départ, ou vous pouvez retourner à Banawe pour plus d'options de maisons d'hôtes. Pendant que vous êtes là, vous devez manger comme un local. Essayez le tinawon, le riz ancestral ifugao unique, et le pinik pikan, un plat de poulet traditionnel préparé d'une manière qui est... Enfin, disons que c'est une expérience culturelle. Ce sentier indompté est difficile, mais un autre sommet dans le Bukidnon est réputé caché. Des œufs de menthe religieuses, nous retournons aux paysages épiques du Bukidnon, Mindanao, vers une montagne qui fait partie de la même chaîne sacrée que le Dulang Dulang, mais qui possède une réputation bien plus étrange. C'est le mont Kalatungan. C'est la 6e plus haute montagne des Philippines, un pic massif dépassant 9000 pieds. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il s'agit d'un volcan potentiellement actif. Il n'a pas explosé dans l'histoire moderne, mais la Terre ici est vivante. Cette montagne bouillonne d'une puissance brute et ancienne. Mais le facteur étonnant vient de son nom. Les habitants de la région l'appellent depuis longtemps la montagne aux œufs de menthe religieuse. Pourquoi? Parce que près du sommet, les randonneurs trouvent ces formations rocheuses ovales uniques qui ressemblent exactement aux os tech, capsules d'œufs, d'une menthe religieuse. C'est une bizarrerie géologique bizarre qui donne à la montagne l'air encore plus d'un monde de fantaisie. Comme son voisin, le Dulang Dulang, le mont Kalatungan est un trésor écologique. Ses pentes sont couvertes par l'une des dernières forêts tropicales primaires du pays. Les arbres sont massifs, la canopée est dense et c'est un bassin versant essentiel pour toute la région. C'est un sanctuaire pour les oiseaux endémiques. Vous pouvez entendre le sifflement fort des ailes du Kalao de Kalatungan avant de le voir, et c'est un autre terrain de chasse crucial pour l'aigle des Philippines. L'ascension est, pour le moins, un monstre. Ce n'est pas une randonnée du week-end, c'est une expédition sérieuse de 3 à 4 jours. Les sentiers sont abrupts, disparaissant souvent dans la végétation dense.
La météo est imprévisible, avec des pluies froides et battantes possibles à tout moment. Et tout comme le Dulang Dulang, c'est une montagne sacrée. C'est la terre ancestrale de la tribu Manobo. Vous devez obtenir des permis du gouvernement local et du conseil tribal. Avant l'ascension, un chef effectuera un rituel offrant des poulets et des pièces de monnaie aux esprits de la montagne pour demander protection et permission d'entrée. C'est une expérience culturelle profonde qui vous rappelle que vous êtes un invité dans un lieu profondément spirituel. Arriver ici est, une fois de plus, un voyage vers l'isolement. Vous prenez l'avion pour Cagayan de Oro, puis vous roulez pendant des heures jusqu'à la ville de Pangantucan. Les hébergements sont très basiques. Vous logerez probablement dans un simple logement chez l'habitant ou une petite auberge locale. La nourriture sera simple, copieuse et locale. Du riz, des légumes frais et peut-être de l'adobo. Le plat philippin classique de poulet ou de porc mariné dans du vinaigre et de la sauce soja. Mais une montagne voisine est si isolée qu'elle est connue comme le pic fantôme ultime. Maintenant, nous nous aventurons vers l'une des montagnes les plus mystérieuses et les moins connues de tout le pays. C'est le mont Piapayungan, un sommet si éloigné et si rarement gravi qu'il est surnommé le pic fantôme. Situé dans les terres frontalières sauvages et accidentées du Cotabato et du Lanao del Sur à Mindanao, cette montagne est une énigme. Elle fait partie de la même chaîne volcanique que le Kalatungan, mais elle est beaucoup plus isolée. Pendant des années, sa hauteur exacte et son emplacement ont fait l'objet de débats. Elle est enveloppée de forêts denses, grouillant de vie sauvage, qui semblent avaler les sentiers et la lumière tout entière. Ce n'est pas un endroit pour les randonneurs occasionnels. C'est pour les alpinistes endurcis et expérimentés qui sont prêts à affronter l'inconnu. Il n'y a pas de sentier clair. Les ascensions ici sont exploratoires. Vous êtes littéralement en train de vous frayer un chemin, utilisant des machettes pour couper à travers la jungle épaisse, vous fiant aux boussoles et aux connaissances des guides locaux. La forêt ici est primordiale. C'est un endroit qui semble oublié par le temps. La biodiversité est hors norme, précisément parce que si peu de gens y sont jamais allés. C'est une véritable nature sauvage, abritant des espèces qui n'ont peut-être même pas encore été cataloguées. L'air est saturé des sons des insectes et des oiseaux, et le sol est un enchevêtrement de racines et de lianes. La partie incroyable du mont Piapayungan est son isolement. C'est un point vierge sur la carte, une véritable aventure dans un monde où presque tout a été exploré. Le défi n'est pas seulement l'ascension physique, c'est la logistique. Arriver ici est incroyablement difficile. Cela nécessite une coordination avec les unités militaires locales pour la sécurité, des autorisations de multiples unités gouvernementales locales, et surtout de trouver des guides locaux des tribus Tédouré ou Manobo qui sont prêts à vous y emmener. Ce n'est pas une destination touristique. Il n'y a ni hôtel, ni restaurant, ni infrastructure. Vous camperiez dans la jungle profonde, complètement autosuffisant. Pour même tenter cela, vous commenceriez probablement par la cité de Cotabato, qui possède un aéroport. De là, ce serait un long voyage incertain en véhicule 4x4, puis à pied, juste pour atteindre la base. C'est le royaume des explorateurs, un pic sauvage et magnifique qui garde férocement ses secrets. Ce pic fantôme est sauvage, mais un autre géant voisin, lui, d'une mystérieuse lumière bleue. Séjournant dans la région énigmatique de Lanao del Sur, Mindanao,
nous trouvons une montagne qui semble sortie d'un rêve. C'est le mont Ragang, aussi connu sous le nom de montagne bleue. C'est un autre volcan massif et actif, et c'est l'un des plus actifs des Philippines, faisant partie d'une chaîne de volcans dans le Mindanao central. Mais son nom, la montagne bleue, vient de la lueur éthérée et irréelle qu'elle prend. Surtout à l'aube et au crépuscule. Ce qui le distingue, c'est son incroyable forêt drapée de mousse. Ce n'est pas juste une forêt ordinaire. C'est un pays des merveilles de haute altitude. La mousse ici est si épaisse et abondante qu'elle recouvre tout, les arbres, les rochers, le sol. Lorsque la lumière la frappe juste, l'humidité dans l'air et la texture unique de la mousse créent une brume saphir bleue surréaliste. On a l'impression de marcher sur une autre planète. Le mont Ragang est également imprégné du folklore local. Il surplombe le lac Lanao, un lac massif et ancien qui est le cœur culturel du peuple Maranao. La montagne est considérée comme un gardien, un lieu sacré d'esprits et de légendes. L'air ici vibre de ses échos anciens. C'est un sanctuaire surréaliste pour l'esprit, un lieu qui semble à la fois beau et intensément puissant. Comme le Piapayungan, ce n'est pas une ascension courante. La région a une histoire complexe et tout voyage nécessite une planification minutieuse et des considérations de sécurité. Ce n'est pas un endroit où l'on arrive simplement pour faire de la randonnée. Cela demande des liens profonds avec les communautés Maranao locales. Pour les quelques personnes qui ont fait le voyage, elles rapportent un monde d'incroyable diversité biologique. Les forêts sont denses et difficiles à traverser, mais elles protègent une vaste gamme d'animaux sauvages. Le sommet, si vous parvenez à l'atteindre, offre l'une des vues les plus époustouflantes du pays, un regard panoramique sur l'étendue vaste et chatoyante du lac Lanao. Si l'on devait essayer de voir cette région, le point de départ serait l'aéroport de Laguindangan, Cagayan de Oro, ou peut-être Cotabato. De là, c'est un long trajet terrestre jusqu'à la zone autour du lac Lanao, comme la cité de Marawi. Les hébergements dans la région sont orientés vers les locaux, pas vers les touristes. Vous trouveriez des auberges et des maisons d'hôtes basiques. La cuisine locale Maranao est un incontournable. Elle est distincte des autres plats philippins, avec une forte utilisation de lait de coco, gata, de curcuma, kalawag et d'épices. Un plat célèbre est le piaparan, un plat de poulet cuit avec de la noix de coco et des épices. C'est une montagne qui reste, pour la plupart, un beau mystère teinté de bleu. Un autre géant dans la même chaîne offre un trône avec une vue à 360 degrés. Nous revenons une dernière fois à la puissante chaîne du Kitanglad dans le Bukidnon, à la troisième sentinelle de cette chaîne épique, le mont Magniao. Si le Dulang Dulang est le roi et le Kalatungan le mystique, le Magniao est le trône. Ce pic, s'élevant à plus de 8900 pieds, est le troisième plus haut de la chaîne. Son nom signifie « regarder par-dessus », et c'est exactement ce que l'on fait depuis son sommet. La partie vraiment incroyable du mont Magniao est sa vue panoramique. Bien que les forêts sur ses pentes soient tout aussi denses et moussues que celles de ses voisins, le sommet s'ouvre sur un panorama époustouflant à 360 degrés. Par une journée claire, vous êtes assis sur un trône de roche, contemplant un océan de verre vallonné et sans fin. Vous voyez l'ensemble du plateau du Bukidnon et vous pouvez regarder directement les pics majestueux du Dulang Dulang et du Kalatungan. C'est une place au premier rang pour l'un des paysages les plus spectaculaires des Philippines. Mais le voyage jusqu'à ce trône est un vrai test. Ce que beaucoup ignorent,
c'est que cette ascension est souvent effectuée dans le cadre d'une traversée brutale. Les grimpeurs commencent sur une montagne, comme le Dulang Dulang, puis marchent le long des crêtes d'altitude, entrant et sortant de la forêt moussue, pour atteindre le sommet du Ma Agniao. C'est une expédition de plusieurs jours qui demande beaucoup d'endurance. Les sentiers sont rudes, abrupts et boueux, mais ils recèlent aussi des merveilles cachées. La montagne est connue pour ses bosquets cachés de rares fougères géantes. Certaines de ces fougères arborescentes ont la hauteur de maisons, vous faisant sentir comme si vous aviez remonté le temps jusqu'à une ère préhistorique. La biodiversité est, bien sûr, de classe mondiale. Partageant beaucoup des mêmes oiseaux et mammifères endémiques que ses pics sœurs. Ceci est aussi un domaine ancestral, et le même respect culturel et les mêmes rituels sont requis. La tribu Talaandig est la gardienne de cette terre. Et leur permission est essentielle. La logistique est la même que pour le Dulang Dulang. Vous vous installerez à Lantapan après avoir atterri à Cagayan de Oro. Vous devrez engager des guides enregistrés, obtenir des permis et être complètement préparé pour le camping de plusieurs jours, froid et humide. C'est une entreprise sérieuse. Le sentiment de se tenir au sommet, cependant, est celui d'une pure admiration. Vous sentez le vent se précipiter depuis les vallées, à des milles de pieds en dessous. Vous voyez les nuages se former et se dissiper juste devant vous. C'est un endroit qui vous fait vous sentir incroyablement petit, de la meilleure façon possible. Ces géants de Mindanao sont coriaces, mais à Luzon, un pic plus doux murmure des secrets du vent. Quittant les expéditions intenses de plusieurs jours de Mindanao, nous volons vers le nord jusqu'à Luzon, vers les montagnes fraîches et odorantes aux pins de Bengué. Près de la ville populaire de Baguio, il y a un pic qui offre toute la magie des Cordilleras en une seule journée. C'est le mont Timbak. Ce n'est pas une montagne de difficulté technique, mais de beauté profonde et de signification culturelle. C'est la 3e plus haute montagne de Luzon, mais ce qui la rend si incroyable est son accessibilité. Vous pouvez réellement conduire sur une grande partie du chemin. Le véritable point fort est la route elle-même, le long de l'autoroute Alsema. C'est l'une des autoroutes d'altitude les plus élevées des Philippines, une route sinueuse et vertigineuse qui s'accroche au flanc des montagnes. Les vues sont déjà stupéfiantes avant même de commencer la randonnée. La marche jusqu'au sommet est plutôt une promenade douce, souvent à travers des fermes maraîchères d'altitude. Les agriculteurs locaux y cultivent des carottes, des pommes de terre et du chou sur des terrasses sculptées dans le flanc de la montagne. L'air est vif et frais, un soulagement bienvenu par rapport à la chaleur des basses terres. Mais le sommet est autre chose. Depuis le sommet, la chaîne des Cordilleras se déploie devant vous, comme une carte vivante. Par une journée claire, vous pouvez voir le Grand 3 de Luzon, le mont Pulag, le mont Tabayok et le mont Amuyao. La vraie magie, cependant, se produit au lever du soleil. Les gens viennent ici pour regarder la mer de nuages. Au lever du soleil, les vallées en dessous restent remplies de nuages épais et blancs, donnant l'impression que vous êtes debout sur une petite île dans un vaste océan blanc et moelleux. C'est un spectacle éthéré qui émeut l'âme, et cette montagne murmure des secrets. Près du sommet, nichées dans de petites grottes, se trouvent d'anciennes momies. Ce sont les momies Ibalois, préservées grâce à un processus unique de fumée et de feu. Ces grottes funéraires sont sacrées, un lien puissant avec le passé précolonial de la région.
Arriver ici est facile. Depuis Manille, vous prenez un bus de 6 heures jusqu'à la cité de Baguio. De Baguio, vous pouvez louer une camionnette ou un jeepney pour le trajet de 2 à 3 heures sur l'autoroute Alcema jusqu'au point de départ. La randonnée elle-même est courte. Peut-être 30 minutes. Pour l'hébergement, vous pouvez rester à Baguio, qui compte des centaines d'hôtels et d'auberges, du budget au luxe. Ou vous pouvez séjourner dans une maison d'hôte dans la ville d'Atok, plus proche de la montagne. Pendant que vous êtes dans la région, vous devez essayer le tao à la fraise célèbre de Baguio, un dessert de tofu soyeux chaud avec du sirop et des perles de sago. Ce pic doux est un rêve, mais une bête dentelée à Mindoro est un vrai cauchemar. Maintenant, nous voyageons jusqu'à l'île de Mindoro, une grande île au sud de Luzon qui est souvent négligée. C'est là que réside l'une des montagnes les plus légendaires et les plus redoutées des Philippines. C'est le mont Halcon. Avec 8488 pieds, ce n'est pas le plus haut, mais il est tristement célèbre pour sa difficulté. Cette montagne est une bête dentelée et impitoyable. Son nom est l'espagnol pour faucon et il garde farouchement son domaine. Qu'est-ce qui le rend si déroutant? Premièrement, ses pentes abruptes et spectaculaires et ses crêtes tranchantes comme des couteaux. La montagne semble s'élever directement de la plaine côtière, une forteresse de roches et de jungle. Deuxièmement, sa météo. Le mont Halcon est notoire pour ses orages soudains et violents. La météo peut changer en un instant, passant de ciel clair à une pluie aveuglante et des vents violents. Le sentier est une épreuve exténuante de plusieurs jours. Nous parlons de 4 à 5 jours de trekking intense. Le chemin traverse des rivières cristallines, des dizaines d'entre elles. Vous vous retrouverez à patauger dans une eau froide jusqu'à la taille. La forêt est un enchevêtrement primordial, un noyau féroce d'arbres anciens, de lianes de rotins épineuses et de sangsues. Ce n'est pas une randonnée, c'est une odyssée. Cette montagne est aussi la patrie ancestrale du peuple Mangjian, les tribus indigènes de Mindoro. Le sentier est un ancien chemin Mangjian et avoir leur bénédiction et leur connaissance en tant que guide est essentiel. Pour ceux qui bravent le sentier, les récompenses sont immenses. La biodiversité est unique, un pont entre la flore et la faune de Luzon et les îles plus méridionales. Les vues depuis les crêtes, lorsque les nuages se séparent, sont stupéfiantes. Vous voyez toute l'île de Mindoro, avec l'océan s'étendant jusqu'à l'horizon. Atteindre le point de départ est une aventure. Depuis Manille, vous prenez un bus jusqu'au port de Batangas, environ 2 heures. Ensuite, vous prenez un ferry Ro-Ro, roulant jusqu'à Calapan, Mindoro, environ 2 heures. De Calapan, vous devez louer une camionnette ou un jeepney jusqu'à la ville de Baco, où vous obtiendrez les guides et les permis. Les permis sont une affaire sérieuse ici. En raison de la difficulté de la montagne et de l'écosystème fragile, le nombre d'alpinistes est strictement limité. Vous devez demander un permis des mois à l'avance. Où loger? Vous trouverez des auberges basiques à Calapan ou Baco. Sur la montagne, c'est uniquement du camping, dans des conditions rudes et boueuses. La nourriture à Mindoro est simple. Essayez les fruits de mer frais sur la côte et le suman local, un gâteau de riz gluant. Le Halcon est une légende de robustesse, mais le roi de Panay est une légende de hauteur. Nous nous dirigeons maintenant vers les Visayas, le groupe d'îles centrales des Philippines, vers l'île de Panay. Dans la province d'Antique, un géant règne en maître. C'est le mont Majas. Son nom, dans le dialecte local, signifie « grand » et il est à la hauteur de son nom. À 6969 pieds, c'est le roi incontesté de Panay.
C'est une montagne de mythes, un lieu imprégné de folklore local et de légendes anciennes. La partie incroyable du Majas est sa simple présence. C'est un complexe massif et tentaculaire avec de multiples sommets. On dit que la montagne est le foyer d'anciennes divinités. Ses pentes sont couvertes d'une forêt tropicale dense et moussue qui semble complètement vierge du monde moderne. Le voyage jusqu'au sommet est une expédition de 2 à 3 jours. Le sentier est connu pour être, un peu une lutte. Vous devrez vous frayer un chemin à travers des cols étranglés par des lianes, escalader des rochers et naviguer à travers un brouillard épais et désorientant. L'une des parties les plus célèbres du sentier est une randonnée fluviale, où vous marchez littéralement en amont dans le lit de la rivière pendant une partie de la marche. Mais ce dont les grimpeurs parlent le plus, c'est la forêt de bonsaï. Près du sommet, l'environnement devient si rude que les arbres sont rabougris. Vous marchez à travers une forêt étrange et pygmée d'arbres bonsaï noueux et recouverts de mousse, un jardin étrange et beau dans les nuages. Lorsque vous atteignez enfin la couronne, la vue est l'une des meilleures du pays. Vous obtenez un regard côtier panoramique sur les îles Cuyo et par une journée très claire, vous pouvez même voir l'ombre lointaine de Palawan. On a l'impression d'être vraiment au bord du monde. Pour arriver ici, vous devriez atterrir soit à la cité d'Iloilo, soit à Katiklan, qui est la porte d'entrée de Boracay. De l'un ou l'autre aéroport, c'est un trajet en bus ou en camionnette de plusieurs heures jusqu'à la ville de Koulassi dans l'Antique. À Koulassi, vous vous enregistrez et engagez vos guides. Qu'est-ce qui le rend si déroutant? Premièrement, ses pentes abruptes et spectaculaires et ses crêtes tranchantes comme des couteaux. La montagne semble s'élever directement de la plaine côtière, une forteresse de roches et de jungle. Deuxièmement, sa météo. Le mont Halcon est notoire pour ses orages soudains et violents. La météo peut changer en un instant, passant de ciel clair à une pluie aveuglante et des vents violents. Le sentier est une épreuve exténuante de plusieurs jours. Nous parlons de 4 à 5 jours de trekking intense. Le chemin traverse des rivières cristallines, des dizaines d'entre elles. Vous vous retrouverez à patauger dans une eau froide jusqu'à la taille. La forêt est un enchevêtrement primordial, un noyau féroce d'arbres anciens, de lianes de rotin épineuses et de sangsues. Ce n'est pas une randonnée, c'est une odyssée. Cette montagne est aussi la patrie ancestrale du peuple Mangjian, les tribus indigènes de Mindoro. Le sentier est un ancien chemin Mangjian et avoir leur bénédiction et leur connaissance en tant que guide est essentiel. Pour ceux qui bravent le sentier, les récompenses sont immenses. La biodiversité est unique, un pont entre la flore et la faune de Luzon et les îles plus méridionales. Les vues depuis les crêtes, lorsque les nuages se séparent, sont stupéfiantes. Vous voyez toute l'île de Mindoro, avec l'océan s'étendant jusqu'à l'horizon. Atteindre le point de départ est une aventure. Depuis Manille, vous prenez un bus jusqu'au port de Batangas, environ 2 heures. Ensuite, vous prenez un ferry Roro, roulant jusqu'à Calapan, Mindoro, environ 2 heures. De Calapan, vous devez louer une camionnette ou un jeepney jusqu'à la ville de Baco, où vous obtiendrez les guides et les permis. Les permis sont une affaire sérieuse ici. En raison de la difficulté de la montagne et de l'écosystème fragile, le nombre d'alpinistes est strictement limité. Vous devez demander un permis des mois à l'avance. Où loger? Vous trouverez des auberges basiques à Calapan ou Baco. Sur la montagne, c'est uniquement du camping, dans des conditions rudes et boueuses. La nourriture à Mindoro est simple. Essayez les fruits de mer frais sur la côte et le suman local, un gâteau de riz gluant. Le halcon est une légende de robustesse, mais le roi de Panay est une légende de hauteur. Nous nous dirigeons maintenant vers les Visayas, le groupe d'îles centrales des Philippines, vers l'île de Panay. Dans la province d'Antique, un géant règne en maître. C'est le mont Majas.
Son nom, dans le dialecte local, signifie « grand » et il est à la hauteur de son nom. À 6969 pieds, c'est le roi incontesté de Panay. C'est une montagne de mythes, un lieu imprégné de folklore local et de légendes anciennes. La partie incroyable du Majas est sa simple présence. C'est un complexe massif et tentaculaire avec de multiples sommets. On dit que la montagne est le foyer d'anciennes divinités. Ses pentes sont couvertes d'une forêt tropicale dense et moussue qui semble complètement vierge du monde moderne. Le voyage jusqu'au sommet est une expédition de 2 à 3 jours. Le sentier est connu pour être, un peu une lutte. Vous devrez vous frayer un chemin à travers des cols étranglés par des lianes, escalader des rochers et naviguer à travers un brouillard épais et désorientant. L'une des parties les plus célèbres du sentier est une randonnée fluviale, où vous marchez littéralement en amont dans le lit de la rivière pendant une partie de la marche. Mais ce dont les grimpeurs parlent le plus, c'est la forêt de Bonsai. Près du sommet, l'environnement devient si rude que les arbres sont rabougris. Vous marchez à travers une forêt étrange et pygmée d'arbres bonsaï noueux et recouvert de mousse, un jardin étrange et beau dans les nuages. Lorsque vous atteignez enfin la couronne, la vue est l'une des meilleures du pays. Vous obtenez un regard côtier panoramique sur les îles Cuyo et par une journée très claire, vous pouvez même voir l'ombre lointaine de Palawan. On a l'impression d'être vraiment au bord du monde. Pour arriver ici, vous devriez atterrir soit à la cité d'Iloilo, soit à Katiklan, qui est la porte d'entrée de Boracay. De l'un ou l'autre aéroport, c'est un trajet en bus ou en camionnette de plusieurs heures jusqu'à la ville de Koulassi dans l'Antique. À Koulassi, vous vous enregistrez et engagez vos guides. Les hébergements à Koulassi sont de simples maisons d'hôtes. Pour quelque chose de plus unique, vous pouvez séjourner dans un complexe sur l'île de Mararisson voisine. La nourriture locale est fantastique. L'Antique est connu pour son sucre muscovado, un sucre noir et non raffiné. Essayez les fruits de mer frais. Et si vous êtes aventureux, la délicatesse locale, le batchoy, une riche soupe de nouilles. Ce roi règne sur Panay, mais à Palawan, une pointe sacrée est appelée la montagne de Dieu. Nous voyageons maintenant vers la dernière frontière des Philippines, Palawan. Alors que des millions affluent vers ces plages, très peu s'aventurent à l'intérieur des terres dans son cœur montagneux et indompté. Ici, dans le sud profond, se dresse le mont Mantalingajan. C'est le pic le plus élevé de Palawan, à 6841 pieds. Mais c'est tellement plus qu'une simple montagne. C'est un lieu sacré, protégé et presque mythique. La caractéristique la plus étonnante est son importance culturelle et biologique. La tribu locale Palawan l'appelle la montagne de Dieu. Encore plus fascinant, les grottes reculées de la montagne abritent le peuple Taout Bato. Une tribu recluse qu'on appelle souvent les gens du rocher. Ils mènent une vie semi-nomade, se déplaçant dans les grottes profondes pendant la saison des pluies. Escalader cette montagne est un voyage dans une culture ancienne et vivante. La randonnée est une épreuve épuisante de 4 à 6 jours, l'une des plus difficiles du pays. C'est une jungle profonde et isolée. Les sentiers sont abrupts, boueux et traversent d'innombrables rivières. Vous serez complètement isolé du monde extérieur, mais la biodiversité stupéfiante. Parce que Palawan est un pont biologique, les plantes et les animaux y sont uniques. Vous trouverez d'étranges plantes à urnes, des orchidées rares et des oiseaux endémiques introuvables nulle part ailleurs sur Terre. Les arbres anciens sont massifs, murmurant des histoires de tribus perdues et de temps oubliés. Lorsque vous atteignez enfin le sommet, un pic rocheux et pointu,
vous êtes récompensé par un perchoir divin. Vous obtenez une vue à 360 degrés sur l'infini turquoise de Palawan. Vous voyez l'épine dorsale de l'île couverte de jungle, avec le bleu profond de la mer de Sulu d'un côté et la mer des Philippines occidentales de l'autre. Pour même tenter cela, vous devez prendre l'avion pour Puerto Princesa, la capitale de Palawan. De là, c'est un long trajet en camionnette de 5 à 6 heures vers le sud jusqu'à la ville de Brooks Point ou Rizal. C'est là que vous obtiendrez les permis du gouvernement local et, de manière cruciale, du conseil tribal. Vous devez engager des guides locaux Palawan. Ce n'est pas un voyage pour les âmes sensibles. Les hébergements sont inexistants. Vous campez dans la jungle profonde. La nourriture est ce que vous transportez. C'est une véritable expédition. Un voyage dans le temps vers un endroit où la nature et la culture humaine ancienne règnent encore. Cette montagne sacrée est un voyage dans le passé, mais un pic dentelé à Romblon est un cauchemar technique. Des jungles reculées de Palawan, nous voyageons vers la petite province insulaire de Romblon, souvent négligée. C'est ici, sur l'île de Sibuyan, que se dresse une montagne avec une réputation. Une montagne murmurée dans les cercles d'escalade avec un mélange de peur et d'admiration totale. C'est le mont Giting Giting. Son nom, dans le dialecte local, signifie littéralement « dentelé ». Pour le dire doucement, c'est un euphémisme du siècle. Cette montagne est la brutalité, par nature. Elle est souvent appelée l'une des ascensions les plus techniquement difficiles et les plus dangereuses de toutes les Philippines, rivalisant avec des pics du monde entier. Qu'est-ce qui la rend si difficile à croire? La crête du tranchant, Knife Edge Ridge. C'est la section la plus célèbre et la plus redoutée de la montagne. C'est une longue crête rocheuse avec des dénivelés verticaux vertigineux de 1000 pieds des deux côtés. Le vent hurle, essayant de vous arracher de la montagne. Vous rampez à quatre pattes, avec rien d'autre que le vide en dessous de vous. Il y a d'autres sections avec des noms comme « Embrasser le mur »,« Kiss the wall », où vous devez plaquer votre corps contre une paroi rocheuse pour passer. Ce n'est pas une randonnée, c'est une ascension technique. C'est l'hallucination fiévreuse d'un grimpeur porté à la vie. La montagne est une série de pics en dents de scie. Ce qui signifie que vous montez et descendez constamment, atteignant sommet après faux sommet. Mais il y a une autre partie étonnante. L'île de Sibuyan est si isolée qu'on l'appelle souvent les Galapagos d'Asie. Sa biodiversité est folle. Elle abrite l'une des forêts les plus denses et les plus vierges sur Terre. Les scientifiques y ont découvert des centaines d'espèces de plantes et d'animaux qui n'existent nulle part ailleurs. Alors que vous vous agrippez aux rochers, vous pourriez voir des aigles pêcheurs des Philippines planer sur les courants ascendants, complètement libres. Arriver ici fait partie du défi. Vous ne pouvez pas simplement arriver en avion. La méthode la plus courante est une longue traversée en ferry de nuit de plus de 12 heures depuis le port de Batanga, au sud de Manille. Ce ferry vous emmène directement à l'île de Sibuyan. Ou alors, vous pouvez prendre l'avion pour l'île principale de Romblon, à Tablas, et prendre un autre, plus petit ferry. Cette ascension n'est réservée qu'aux alpinistes les plus expérimentés et les plus en forme physiquement. Elle dure de 3 à 4 jours. Vous devez engager un guide local. Les hébergements sur l'île sont de très basiques maisons d'hôtes dans les villes de Magdiwang ou San Fernando. La nourriture vient de la mer, poissons frais, calamars et crabes. Et bien sûr, des noix de coco. Si ce cauchemar technique semble trop intense,
Un pic voisin offre toute la beauté, sans aucune de la terreur. Après la terreur pure du Giting-Giting, revenons aux bras frais et accueillants des Cordilleras à Bengay. Si vous voulez cette expérience épique de montagne, les pins, la brume, la mer de nuages, mais que vous ne voulez pas d'un trek de plusieurs jours qui risque votre vie, alors le mont Ulap est pour vous. Ulap est le mot philippin pour nuage, et cette montagne est à la hauteur de son nom. C'est une randonnée époustouflante, d'une beauté de carte postale, qui est devenue célèbre pour ses collines vertes vallonnées et ses sentiers parfumés au pin. La partie incroyable ici est la beauté pure, accessible à presque tout le monde. C'est un sentier adapté aux débutants, mais qui offre des vues de A+. La randonnée est une traversée, ce qui signifie que vous commencez dans un village et terminez dans un autre. En chemin, vous traversez des crêtes vallonnées qui vous donnent l'impression d'être dans la mélodie du bonheur. Le point de chute le plus célèbre est le rocher Gangal, Gangal Rock. C'est une lame de roche spectaculaire qui surplombe une chute profonde, avec les montagnes s'étendant en arrière. C'est la séance photo ultime. Et elle vous fait ressembler et vous sentir comme un explorateur chevronné, même si c'est votre première randonnée. Mais le mont Ulap n'est pas seulement joli, il est aussi plein d'histoire. Le long du sentier, vous passerez devant plusieurs grottes funéraires. Ce sont des sites sacrés pour le peuple ibalois. Vous pouvez voir les petits cercueils en bois nichés dans les crevasses du rocher, un rappel humble de l'histoire ancienne de ces montagnes. La meilleure partie est la mer de nuages. En raison de sa position unique, le mont Ulap est l'un des meilleurs endroits pour être témoin de ce phénomène magique, surtout au lever du soleil. Le brouillard s'installe dans les vallées en contrebas, créant un vaste océan blanc qui s'étend jusqu'à l'horizon. Arriver ici est simple. Depuis Manille, prenez un bus pour la cité de Baguio, environ 6 heures. De Baguio, c'est un court trajet en jeepney de 45 minutes jusqu'au point de départ dans la ville d'Itogon. Vous vous enregistrerez, paierez vos frais et obtiendrez un guide local obligatoire. L'ensemble de la randonnée prend environ 4 à 6 heures, ce qui en fait une parfaite excursion d'une journée depuis Baguio. Vous pouvez séjourner dans l'une des centaines d'hôtels à Baguio. Après votre randonnée, vous pourrez vous régaler de cuisine locale. Essayez le sinigang na baboy, une soupe chaude et aigre avec du porc et des légumes, parfaite pour le temps frais de la montagne. Ce pic de carte postale est à Luzon, mais les Visayas cachent leur propre cordillera dans un parc lacustre. Quand les gens pensent à Leyte dans les Visayas orientales, ils pensent souvent à son histoire de la Seconde Guerre mondiale. Ils ne pensent pas aux montagnes. Mais caché se trouve un pic qui semble avoir été arraché directement des Cordilleras et déposé au milieu des tropiques. C'est le sommet Alto, aussi connu sous le nom de Mont Tamindiwin. C'est le pic le plus élevé des Visayas orientales, s'élevant à 4400 pieds. Ce qui le rend si spécial, c'est son emplacement et son climat. C'est la pièce maîtresse du magnifique parc national du lac Danao. Le lac lui-même a la forme d'une guitare et est niché dans un cratère. La partie la plus incroyable est la forêt. Lorsque vous montez au sommet Alto, la végétation change. Vous entrez dans une forêt moussue d'altitude qui est fraîche et humide. L'air est brumeux. Et les arbres sont couverts de fougères et d'orchidées. C'est une petite cordillera, une surprise totale dans cette région tropicale. La zone est également connue pour ses plantations d'ananas,
que vous croiserez en montant. L'ascension est une randonnée difficile d'une journée ou un voyage de nuit plus détendu. Le sentier est abrupt et peut être très boueux, mais il n'est pas techniquement difficile. La vraie récompense est le sommet. Depuis le sommet, vous avez une vue imprenable sur le lac d'Anao, scintillant en contrebas. Le meilleur moment pour y être est pour le coucher du soleil. Vous pouvez regarder le soleil peindre le ciel dans des teintes impossibles d'orange et de violet, le tout reflété dans les eaux calmes et sereines du lac. On a l'impression d'assister au spectacle de lumière privé de la nature, organisé juste pour vous. Arriver ici implique de prendre l'avion pour la cité de Tacloban, le principal centre du Leyte. De Tacloban, c'est un trajet en camionnette ou en bus de 2 heures jusqu'à la ville d'Ormoc. Le parc national du lac d'Anao est à environ 30 minutes de la cité d'Ormoc. Vous pouvez louer un abalabal, un taxi-moto, pour vous emmener au point de départ. Vous devrez vous enregistrer au bureau du parc et engager un guide local. Pour l'hébergement, vous pouvez séjourner dans la cité d'Ormoc, qui offre une bonne sélection d'hôtels. Ou, pour une expérience plus rustique, vous pouvez camper avec un permis à l'intérieur même du parc national. Pendant votre séjour à Ormoc, vous devez essayer l'ananas reine, Queen Pineapple, célèbre pour être incroyablement sucré et juteux. Et ne manquez pas le binagol, un dessert sucré et collant, fait de racines de taro, de noix de coco et de noix, servi dans une coquille de noix de coco polie. Cette couronne cachée est sereine, mais une montagne à Zambales est connue pour son tonnerre. Nous retournons à Luzon, dans la province de Zambales, un endroit connu pour ses criques et ses plages. Mais surplombant la côte se trouve une montagne avec un nom dramatique et une vue encore plus spectaculaire. C'est le mont Balingkila. Dans la langue locale Aeta, son nom signifie « montagne du tonnerre » ou « montagne de l'éclair ». Le peuple Aeta, les habitants indigènes de ces montagnes, l'ont nommé ainsi parce qu'on dit que le sommet attire la foudre pendant les orages. C'est une montagne qui rugit. À 3628 pieds, ce n'est pas un géant. Mais ce qui la rend si incroyable, c'est son cadre. Elle fait partie d'une chaîne de montagnes côtières qui tombe directement dans la mer. Le véritable point culminant est la vue. La randonnée est difficile, souvent effectuée en voyage de nuit. Le sentier est exposé, avec très peu de couvert végétal. Cela signifie que marcher sous le soleil tropical chaud est un défi majeur. Les pentes sont couvertes d'herbes acérées et l'ascension est raide et impitoyable. Mais lorsque vous atteignez les crêtes, votre mâchoire tombera. D'un côté, vous avez les montagnes accidentées et vallonnées de la chaîne des Ambales. De l'autre côté, la terre disparaît, remplacée par le bleu profond de la mer de Chine méridionale. Du sommet, vous pouvez voir les criques cachées et les plages de sable blanc en contrebas comme Anawangin et Naksasa. C'est un contraste saisissant entre les montagnes vertes et l'océan bleu. C'est le domaine ancestral du peuple Aeta, qui vit dans ces montagnes depuis des milliers d'années. Engager un guide Aeta est essentiel. Ils connaissent les humeurs de la montagne, ses sources d'eau cachées et ses secrets. Pour arriver ici, vous prenez l'avion pour Manille ou Clark. Depuis Manille, c'est un trajet en bus de 3 à 4 heures jusqu'à la cité de Longapo ou la zone franche de la baie de Subic. De là, vous prenez un autre trajet plus court jusqu'au point de départ dans le village de Subic. Vous devrez vous enregistrer auprès des autorités locales et engager votre guide. Parce que la randonnée est si chaude, la plupart des gens commencent très tôt le matin, comme 3 heures du matin.
ou font la randonnée en fin d'après-midi et campent au sommet. Ou logés, vous trouverez de nombreux hôtels dans la baie de Subic. Ou alors, vous pouvez en faire un voyage mer et sommet. Camper sur la montagne, puis descendre le lendemain vers l'une des criques isolées et camper sur la plage. Pendant votre séjour à Zambal, vous devez essayer les mangues fraîches. La province est célèbre pour cultiver certaines des mangues les plus sucrées sur Terre. Ce pic rugit de tonnerre, mais son voisin offre 5 sommets en une seule fois. Juste à côté de la montagne du Tonnerre, dans la même chaîne des Zambales, se trouve un autre paysage époustouflant. Ce n'est pas une montagne unique, mais une série de sommets qui ressemblent à une vague océanique figée dans la pierre. C'est le mont Cinco Picos. Le nom est l'espagnol pour 5 pics, et c'est exactement ce que c'est. C'est une randonnée de traversée difficile qui vous fait passer sur une série de 5 sommets distincts et à crête tranchante. La géométrie étonnante de cet endroit est ce qui le distingue. Les montagnes roulent comme des vagues géantes et vertes. Sculptées par des tempêtes anciennes, c'est une randonnée de 2 jours, une tempête. Comme son voisin, le Balingkilat, les sentiers sont très exposés. Il n'y a presque pas d'ombre. Vous marchez sur des crêtes ouvertes, battues par le soleil et le vent. Le sentier est abrupt, et l'herbe, connue sous le nom de talaïb, peut être coupante. La partie vraiment incroyable est la récompense. Au fur et à mesure que vous conquérez chacun des 5 sommets, la vue devient de meilleure en meilleure. Vous obtenez une vue panoramique époustouflante de l'étalement de la baie de Subic d'un côté, un port animé plein de navires. De l'autre côté, vous voyez les criques immaculées et inhabitées et le bleu sans fin de la mer. C'est une collision de mondes. Cette randonnée est souvent effectuée comme une traversée, parfois même combinée avec le mont Balingkilat par des randonneurs super en forme en une seule super traversée, massive de plusieurs jours. Mais pour la plupart, le trek de 2 jours du Cinco Picos est plus que suffisant. Vous campez une nuit sur l'une des crêtes, sous une brillante voûte d'étoiles, avec les lumières de la baie de Subic scintillant bien en dessous. Ceci est aussi le domaine ancestral des Aeta. Et vos guides partageront des histoires et leur incroyable connaissance de la Terre. Ils peuvent trouver de l'eau, identifier les plantes comestibles et naviguer sur les crêtes déroutantes avec aisance. La logistique est identique à celle du mont Balingkilat. Vous commencerez par la cité d'Olongapo ou Subic, engagerez vos guides et vous enregistrerez. Vous devez être complètement autonome, transporter toute votre propre eau, beaucoup, votre nourriture et votre équipement de camping. Après cette randonnée éreintante, la meilleure récompense est de descendre vers l'une des criques que vous avez vues depuis le sommet, comme la crique Silanga. Vous pouvez louer un bateau pour venir vous chercher et vous détendre sur la plage. Une fin parfaite pour une aventure brutale mais belle. Ces pics côtiers sont brutaux, mais à Batangas, une colonne vertébrale de cochon offre une récompense facile et étonnante. Si l'idée d'une randonnée de 2 jours, ensoleillée et exposée vous semble trop, ne vous inquiétez pas. Juste un peu plus au sud, dans la province de Batanga, il y a une montagne qui offre l'une des meilleures vues côtières du pays pour très peu d'efforts. C'est le mont Gulugod Baboy. Le nom est un peu drôle. Il signifie «
colonne vertébrale de cochon en tagalog. Parce que son long dos ondulant de colline ressemble à la colonne vertébrale d'un cochon. Ce n'est pas un seul pic, mais un trio de sommets, avec Gitna et Pinakbanderahan, que vous pouvez facilement parcourir en seulement quelques heures. Ce qui le rend si spécial, le ratio vue sur effort est hors norme. C'est une randonnée très facile, adaptée aux débutants. Le sentier est une pente herbeuse douce, mais le véritable coup de théâtre est la vue depuis le sommet. Vous vous tenez sur une crête verte et herbeuse, avec une brise marine fraîche vous enveloppant, et déployée devant vous, se trouve un panorama époustouflant de la baie de Batanga. Vous voyez le chaos des îles et des détroits, les voies de navigation animées et l'eau bleu profond. La vue la plus célèbre est l'île Sombrero, qui signifie île chapeau, parce que, elle ressemble exactement à un chapeau flottant dans l'eau. C'est la randonnée première parfaite. C'est aussi un endroit fantastique pour un pique-nique ou simplement pour s'asseoir et regarder le monde passer. Les collines vertes sont parsemées de vaches en pâturage et toute la scène semble incroyablement paisible. Arriver ici est un jeu d'enfant. Depuis Manille, prenez un bus pour le terminal grand de Batanga, environ 2 à 3 heures. De là, vous prenez un jeepney pour la ville de Mabini, célèbre pour ses centres de plongée. De Mabini, vous pouvez louer un tricycle, un pousse-pousse local, pour vous emmener au point de départ. La randonnée elle-même prend peut-être 1 à 2 heures, et vous n'avez même pas besoin de guide, bien qu'un puisse être engagé. Pour l'hébergement, toute la région de Mabini et Anilao regorge de centres de plongée et d'hôtels, du budget au haut de gamme. Après votre randonnée, vous pouvez faire de la plongée avec tuba ou de la plongée sous-marine dans les récifs de classe mondiale d'Anilao. Ou simplement vous détendre sur la plage. Et vous devez essayer la nourriture locale. Batangas est célèbre pour son café fort, le Kapeng Barako. Et ne partez pas sans essayer le lomi, une soupe de nouilles épaisse et copieuse avec du porc, du foie et un œuf dur. C'est la récompense parfaite. Cette colonne vertébrale de cochon est une promenade douce, mais dans le nord, des marches d'émeraude vivantes mènent au ciel. Tout le monde a entendu parler des rizières en terrasse de Banoé, mais et si je vous disais qu'il existe un autre ensemble de terrasses tout aussi étonnantes, mais si reculées que voir un étranger est un événement majeur? Bienvenue à Malickong, dans la province de la montagne. C'est un labyrinthe de marches d'émeraude s'accrochant aux falaises abruptes près de la ville de Bontoc. Ce qui rend Malickong si incroyable, c'est sa beauté brute et intacte. Alors que Banahaw peut être bondé, Malickong est calme, sereine et ressemble à un secret. La caractéristique la plus étonnante est la vue depuis le mont Kupapé. Vous vous réveillez avant l'aube et montez cette petite montagne couverte de pins. Au lever du soleil, il frappe les terrasses qui sont souvent remplies d'eau. Elles brillent comme des émeraudes liquides et vivantes. La brume remplit la vallée et le petit village de Malickong, avec ses maisons traditionnelles, apparaît à travers les nuages. C'est l'une des vues les plus magiques, un escalier vers le paradis que vous verrez jamais. Le village lui-même est un voyage dans le temps. Les habitants locaux, les Igorot, sont incroyablement accueillants. Ils pratiquent encore leurs traditions ancestrales. Lorsque les visiteurs arrivent, les villageois locaux sont sincèrement curieux. Ce n'est pas un piège à touristes,
C'est une communauté vivante. Arriver ici est une véritable aventure. Depuis Manille, c'est un long trajet en bus de nuit de plus de 12 heures jusqu'à la ville de Bontoc, la capitale de la province de la montagne. C'est un trajet en bus sinueux et vertigineux à travers les montagnes. De Bontoc, vous louez un jeepney ou un habal-habal pour la montée raide et abrupte de 30 minutes jusqu'au village de Malik Kong. Où loger? Il n'y a pas d'hôtel. Il n'y a que quelques logements chez l'habitant gérés par des familles. C'est votre meilleure option. Vous séjournerez avec une famille locale, partagerez leurs repas et aurez un vrai aperçu de leur mode de vie. Les hébergements sont très basiques, mais l'hospitalité est de classe mondiale. Vous devez engager un guide local, généralement l'un des jeunes hommes du village, pour vous emmener au mont Coupapay pour le lever du soleil. La nourriture est simple et copieuse. Vous mangerez ce que mange la famille, riz de montagne frais, légumes cultivés localement et peut-être de laitak salé. Un porc fumé et salé traditionnel qui est un aliment de base dans les Cordilleras. Ces marches d'émeraude sont calmes, mais un village voisin cache un champ secret et tonitruant. Plus profondément encore dans les replis reculés et enveloppés de brume de la province de la montagne, loin de toute route principale, se trouve le village de Sadanga. Ce n'est pas juste un village, mais un ensemble de 3 hameaux, nichés dans une vallée escarpée de, vous l'avez deviné, encore plus de rizières en terrasse. Mais la chose incroyable à propos de Sadanga n'est pas seulement les terrasses, c'est l'eau. Cet endroit est célèbre pour ses puissantes cascades tonitruantes et ses anciennes piscines sculptées dans la pierre. Les cascades Fowaas et Tekking sont des légendes locales, et le son qu'elles produisent chante un hymne oublié qui résonne à travers la vallée. La partie spéciale ici est le sentiment de découverte. C'est tellement loin des sentiers battus que vous vous sentez comme un explorateur. Le village lui-même est une capsule temporelle. Les maisons sont traditionnelles et les gens vivent une vie profondément connectée au rythme des saisons de plantation du riz. Et l'accueil est, pour le moins qu'on puisse dire, incroyable. Les habitants sont si heureux de voir les visiteurs qui ont fait le long voyage qu'ils sont connus pour vous acclamer comme un roi. C'est une expérience humble et réconfortante. Vous n'êtes pas juste un touriste, vous êtes un invité d'honneur. Le voyage jusqu'à Sadanga n'est pas facile. Il suit le même chemin que Malik Kong. Le trajet en bus de 12 heures de Manille à Bontoc. De Bontoc, vous devez trouver un jeepney qui se dirige vers Sadanga. Ce trajet peut prendre plus d'1 heure sur des routes de montagne accidentées. Comme à Malik Kong, il n'y a pas d'hôtel. Vous séjournerez dans un logement très basique chez l'habitant, organisé par les fonctionnaires du village lorsque vous vous enregistrez. C'est votre chance de vous déconnecter. Il n'y a pas d'internet, pas de service cellulaire, juste le bruit du vent et de l'eau tonitruante. Vous devrez engager un guide local pour vous emmener aux randonnées vers les cascades. Ces randonnées ne sont pas faciles. Elles impliquent de se faufiler sur des rochers et de marcher le long des bords étroits des rizières en terrasse. Mais la récompense est une baignade dans une piscine froide, immaculée, alimentée par la montagne, rien que pour vous. La nourriture sera préparée par votre famille d'accueil. Attendez-vous à beaucoup de riz, de camotes ou patates douces, et quels que soient les légumes de saison. C'est une plongée dans un mode de vie plus simple et plus profond. Ces villages sont des capsules temporelles, mais une terrasse est un véritable amphithéâtre des dieux. Nous avons vu Malik Kong, mais maintenant, nous devons visiter son frère plus célèbre, et sans doute plus dramatique. C'est Batad, dans la province d'Ifugao. Il fait partie du même site du patrimoine mondial de l'UNESCO que Banawe, mais il est dans une catégorie à part. Qu'est-ce qui rend Batad si époustouflant?
C'est, sans aucun doute, le amphithéâtre des dieux. Ce n'est pas une pente douce de terrasse. C'est un amphithéâtre massif et étonnant. Taillé à la main au cours de 2 millénaires par le peuple Ifugao, les terrasses commencent au fond d'une vallée profonde et montent, marche par marche, presque verticalement sur les parois abruptes de la montagne. La partie la plus incroyable est l'échelle et l'ingénierie. Ce que personne ne vous dit, c'est que toute cette structure massive a été construite avec des outils manuels de base et primitifs. Le système d'irrigation, qui canalise l'eau des forêts du sommet pour alimenter chaque rizière, est une merveille d'ingénierie qui laisse toujours les experts perplexes aujourd'hui. Et voici le vrai coup de théâtre. Il n'y a pas de route vers Batad. Vous ne pouvez pas vous rendre en voiture dans ce village. Pour arriver ici, vous prenez un jeepney ou un tricycle de Banoé jusqu'à un point de sel sur la crête. De là, c'est une longue et raide randonnée à couper le souffle, le long d'un chemin de pierre dans le village. Et vous devez toujours vous rappeler, ce qui descend doit éventuellement remonter. Cet isolement est ce qui a préservé la magie de Batad. La vie ici est lente. Les nuages dévalent des crêtes comme des esprits espiègles, remplissant l'amphithéâtre de brume. L'activité principale ici, au-delà de fixer avec admiration, est la randonnée jusqu'à la cascade de Tapia. C'est une puissante cascade de 70 pieds qui tonne dans un bassin fou et profond, au pied des terrasses. La randonnée y est difficile. Mais une baignade dans ce bassin est l'une des expériences les plus rafraîchissantes sur Terre. Pour l'hébergement, vous restez dans le village même. Il y a plusieurs maisons d'hôtes et logements simples qui sont suspendus précairement sur le flanc de la vallée, offrant des vues à $1 million depuis leur minuscule balcon. Vous pouvez même séjourner dans une hutte traditionnelle Ifugao. La nourriture est servie à votre maison d'hôte. Essayez le riz de montagne Ifugao, qui a une couleur rougeâtre distincte et une saveur de noisette. C'est un endroit qui vous change. Ces terrasses sont construites par l'homme. Mais une ville voisine est célèbre pour ce que l'homme laisse derrière lui, suspendu. Non loin de Malikkong et de Batad, se trouve une ville dans la province de la Montagne qui est devenue célèbre pour une tradition culturelle unique et légèrement inquiétante. C'est la ville de Sagada. Sagada est une ville fraîche et parfumée au pin, nichée dans une vallée d'altitude. Mais ce qui la rend si bizarre, ce sont les cercueils suspendus. Depuis plus de 2000 ans, le peuple Igoro local pratique ce rituel funéraire. Au lieu d'être enterrés dans le sol, les cercueils des anciens honorés sont attachés ou cloués aux parois abruptes des falaises calcaires. Pourquoi ? La croyance locale est que cela rapproche les esprits de leurs ancêtres du ciel. Cela garde également les corps en sécurité. La partie la plus étonnante est de les voir. Vous faites une randonnée dans la vallée de l'Écho, à travers une cathédrale de pins, une belle forêt de pins élancés. Et les voilà. Des dizaines de petits cercueils en bois, certains vieux de plusieurs centaines d'années, s'accrochent impossiblement au flanc de la falaise. C'est un endroit puissant, moussu et feutré, où la mort danse avec le divin. Mais Sagada est plus qu'une simple affaire de cercueil. Toute la région est un terrain de jeu calcaire. Vous pouvez faire de la spéléologie, ou exploration de grottes, dans l'immense système de grottes de Sumaging. Ce n'est pas une simple visite. Vous devrez patauger dans une eau glaciale, jusqu'à la poitrine dans l'obscurité, grimper sur des rochers glissants et vous faufiler à travers des crevasses étroites. C'est une aventure palpitante et salissante. Vous pouvez également faire une randonnée jusqu'à la cascade tonitruante de Bomod Oak, également connue sous le nom de Grande Cascade. Le trek vous fait traverser d'autres rizières en terrasses magnifiques et des villages locaux.
Se rendre à Sagada est une autre longue épopée. Depuis Manille, c'est un trajet en bus de nuit de 12 heures. Ou alors, vous pouvez venir de Baguio, 6 heures de bus, ou de Banao, 3 heures de trajet en camionnette. La ville elle-même est très facile à parcourir à pied. Sagada a une ambiance bohème unique. Elle regorge de maisons d'hôtes confortables, de petites auberges et de petits restaurants fantastiques. Vous devez essayer le café local de Sagada et la tarte au citron, Lemon Pie, de la célèbre maison de la tarte au citron, Lemon Pie House. Essayez aussi le Pinuneg, un boudin noir local. C'est un lieu de spiritualité profonde, d'aventures incroyables et de nourriture étonnante. Le tout enveloppé dans un climat frais et brumeux. Ces montagnes recèlent une histoire humaine, mais à Sorsogon, un volcan recèle un secret bouillonnant et turquoise. Nous voyageons maintenant vers la région de Bicol à Luzon, vers la province de Sorsogon. Ici, un autre type de montagne vous attend. C'est le volcan Bulusan. C'est l'un des volcans les plus actifs des Philippines. Mais ce qui le rend si incroyable n'est pas seulement son potentiel de feu, c'est la beauté saisissante du parc naturel du volcan Bulusan. L'ébétreinte amoureuse du volcan, faite de forêts tropicales luxuriantes et vertes, serre ses flancs. La caractéristique la plus étonnante est le lac de cratère. Niché dans la gorge du volcan se trouve un cœur turquoise, un lac de cratère serein et bouillonnant, avec une couleur bleu-vert d'un autre monde. L'eau est souvent fumante, un doux rappel de l'immense puissance qui mijote juste sous la surface. C'est un lieu de poésie volcanique. Vous pouvez faire du kayak ou du paddleboard sur les eaux sereines et émeraudes du lac, entouré par la jungle dense. Ou alors, vous pouvez parcourir les sentiers fumants qui font le tour du parc. Ces sentiers vous emmènent à travers la riche forêt tropicale où vous pouvez voir des oiseaux exotiques et des arbres massifs et anciens. Pour les plus aventureux, lorsque le volcan est calme, vous devez vérifier son niveau d'alerte. Vous pouvez organiser une randonnée guidée jusqu'au sommet réel. C'est une ascension difficile et raide, souvent à travers la boue et les évents de vapeur sulfureuse. Mais la vue depuis le bord, en regardant dans les cratères actifs, est une expérience vraiment primale. Le parc est un sanctuaire. C'est un lieu de calme, de réflexion et de puissance naturelle brute. Arriver ici est assez facile. Vous pouvez prendre l'avion pour la cité de Legazpi à Albay. De Legazpi, c'est un trajet en bus ou en camionnette de 2 à 3 heures jusqu'à la ville d'Irosin ou Boulan à Sorsogon. De là, vous pouvez louer un tricycle pour vous emmener à l'entrée du parc. Il y a des maisons d'hôtes et des centres de villégiature dans les villes voisines et certains possèdent même des sources chaudes chauffées par l'énergie du volcan, parfaites pour s'y prélasser après une longue randonnée. Pendant que vous êtes dans la région de Bicol, vous devez essayer la cuisine locale. Elle est célèbre pour être épicée et riche en lait de coco. Essayez le Bicol Express, un ragoût de porc et de piments enflammés, et le lang, qui sont des feuilles de taro mijotées dans du lait de coco. Ce volcan abrite un lac, mais à Bohol, plus de 1000 collines ressemblent à des bonbons au chocolat. Nous volons maintenant vers l'île de Bohol, dans les Visayas, abritant l'un des paysages les plus bizarres et surréalistes de la planète. Ce n'est pas une seule montagne, mais une multitude d'entre elles. Ce sont les célèbres collines chocolat, Chocolate Hills. Ce qui les rend si époustouflantes, l'étrangeté pure et fantaisiste de la chose. Il y a plus de 1200, certains décomptes vont jusqu'à 1700, monticules coniques presque parfaits, saupoudrés de cacao
qui s'élèvent du ventre plat de l'île. Ils ressemblent à des géants pétrifiés ou, comme leur nom l'indique, à des gouttes géantes de chocolat. La partie la plus étonnante est le mystère du changement de couleur. Pendant la saison des pluies, juin à novembre, les collines sont recouvertes d'une herbe verte et vive. Mais pendant la saison sèche, décembre à mai, l'herbe se dessèche et prend une riche couleur brun chocolat. La vue depuis les plateformes d'observation officielles est surréaliste. Et ce que personne ne vous dit, c'est que personne n'est 100% sûr de la manière dont elles se sont formées. La théorie scientifique la plus acceptée est qu'il s'agit de dépôts de corail soulevés, d'une époque où l'île était sous l'eau, et que ces monticules ont ensuite été érodés par le vent et la pluie. Mais les légendes locales sont plus amusantes. Une légende raconte qu'elles sont les larmes d'un géant au cœur brisé. Une autre dit qu'elles ont été formées par une bataille de pierres entre deux géants querelleurs. Il existe plusieurs plateformes d'observation, mais la principale se trouve dans la ville de Carmen. Vous montrez plus de 200 marches jusqu'à une plateforme qui vous offre une vue à 360 degrés époustouflante sur le pays des bonbons. Pour une vue différente, vous pouvez également louer un VTT, véhicule tout-terrain, et conduire à travers les collines sur des pistes de terre. Arriver ici est simple. Bohol possède son propre aéroport international, Panglao. Depuis les principales zones de plage à Panglao ou la capitale Tagbilaran, vous pouvez louer un scooter, engager une voiture ou vous joindre à une excursion d'une journée. C'est environ 1 à 2 heures de route jusqu'à Carmen. Bohol regorge d'hôtels et de centres de villégiature, surtout sur l'île de Panglao. Pendant que vous êtes ici, vous devez également voir les tarsiers, les plus petits primates du monde, avec des yeux géants et obsédants. Et pour la nourriture, essayez les fruits de mer frais sur la plage et le calamay. Une friandise super collante et sucrée faite de lait de coco, de cassonade et de riz gluant. Ces collines sont un doux mystère. Mais à Batans, les collines sont des sentinelles escarpées et balayées par le vent. Nous volons maintenant vers la province la plus septentrionale et la plus isolée des Philippines, Bataan. C'est une chaîne d'îles balayées par le vent qui sont plus proches de Taïwan que de Manille. Ici, les collines ne sont pas que des collines, ce sont des sentinelles robustes contre la fureur de l'océan Pacifique. Ce sont les collines Naiti, situées juste dans la ville capitale de Basco, sur l'île principale de Bataan. Ce qui rend cet endroit si spécial, c'est le sentiment. Ce n'est pas les tropiques que vous connaissez. L'air est frais, le vent souffle constamment, et le paysage est un mélange dramatique de collines vertes vallonnées, de falaises noires déchiquetées et de l'océan bleu profond et écrasant. Le véritable point culminant est le phare. Les collines Naidi abritent le phare de Basco. Une belle tour construite en pierre qui est devenue le symbole de Batans. Depuis le sommet des collines, vous obtenez un balayage à 360 degrés de toute la région. Vous voyez la ville de Basco, le littoral accidenté et l'océan sans fin et en colère. Cette terre est le cœur du peuple Ivatan, le groupe indigène de Batans. Les collines sont couvertes de leur patrimoine. Vous verrez les maisons traditionnelles en pierre, construites avec d'épais murs de corail et de calcaire pour résister aux typhons constants. Vous les verrez également faire paître leur bétail dans les pâturages communaux non clôturés. Les collines Naidi sont un lieu de contemplation. Vous pouvez marcher sur les sentiers, sentir le vent puissant et regarder les vagues se briser. C'est l'âme accidentée de Batans mise à nu. Se rendre à Batans est le principal défi. C'est un petit vol en avion à hélice depuis Manille ou Clark.
environ 2 heures. Et les vols sont chers et souvent annulés à cause du temps sauvage. Cet isolement est ce qui maintient Bataan si vierge. Une fois à Basco, se rendre aux collines Naidi est facile. Vous pouvez marcher depuis la ville, ou l'option la plus populaire, louer un vélo ou engager un tricycle pour une visite de Bataan Nord. L'hébergement à Basco est constitué de simples auberges et logements familiaux. Ne vous attendez pas à des complexes hôteliers de luxe. Le peuple Ivatan est connu pour son honnêteté et son hospitalité. Pour la nourriture, vous devez essayer le lunis local, un porc séché et salé, et l'uvod, un plat fait à partir de la moelle d'une tige de bananier. Ces collines du nord sont accidentées. Mais à ce but, un pic de poignard calcaire offre une vue sur la mer. Du lointain nord, nous volons tout au sud jusqu'à la ville reine du sud, Cebu. Bien que connue pour ses plages et sa plongée, l'intérieur de Cebu est une épine dorsale montagneuse et accidentée. Et son pic le plus célèbre est le pic Osmeña. À 3300 pieds, c'est le point le plus élevé de Cebu. Ce qui le rend si incroyable, ce sont ses crêtes en forme de couteau. Le sommet n'est pas un seul point, mais un amas de pics calcaires acérés et dentelés qui ressemblent à des poignards pointant vers le ciel. C'est un paysage dramatique, presque étranger. La partie étonnante est que ce frisson du débutant est étonnamment facile d'accès. La randonnée jusqu'au sommet depuis le point de dépose est une très courte marche de 15 à 20 minutes. Mais la vue qu'elle offre est celle d'une expédition majeure. C'est le monarque calcaire de Cebu, et depuis son trône, vous obtenez une vue imprenable sur l'île. Vous voyez les crêtes acérées plongées vers la mer. D'un côté se trouve la côte orientale et de l'autre la côte occidentale. Par temps clair, vous pouvez voir les îles voisines de Negros et même Bohol, où se trouvent les collines Chocolat. Le meilleur moment pour y aller est pour une aube brumeuse. Le brouillard remplit les vallées entre les pics dentelés, vous donnant l'impression de flotter dans les nuages. C'est une expérience magique et très froide. Se rendre ici est un peu une randonnée. Depuis la cité de Cebu, c'est un trajet en bus ou en camionnette de 2 à 3 heures vers le sud jusqu'à la ville de Dalaguet. Cette ville est connue comme le panier à légumes de Cebu. Depuis le marché de la ville, vous louez un abalabal, taxi-moto, pour le trajet sinueux, abrupt, de 45 minutes jusqu'au point de départ. Vous paierez un petit droit d'entrée et pourrez engager un guide local, généralement l'un des enfants locaux. Bien que le chemin soit facile à suivre, pour l'hébergement, vous pouvez séjourner dans la cité de Cebu ou dans l'un des centres de villégiature balnéaire du sud, comme Moalboal ou Oslop. Cela fait du pic Osmeña une excursion d'une journée parfaite. Pendant que vous êtes à Cebu, vous devez essayer le lechon de Cebu, un cochon rôti que beaucoup appellent le meilleur du monde. Et à Dalaguet, essayez la torta fraîche et fraîche, un gâteau éponge local. Ce pic calcaire est frais, mais sur une île voisine, un frère ardent donne naissance à des sources chaudes. Juste un court trajet en ferry de Bohol se trouve une petite île en forme de poire qui est, pour le moins qu'on puisse dire, remplie de volcans. Bienvenue à Camiguin, l'île née du feu. Cette petite île abrite 7 volcans, l'une des concentrations les plus élevées sur Terre, et le plus célèbre de ses frères ardents est le mont Ibok-Ibok. C'est une sentinelle active et fumante qui plane sur toute l'île. Qu'est-ce qui le rend si époustouflant? La randonnée sulfureuse et fumante.
C'est une ascension difficile de 3 à 5 heures jusqu'au sommet. Au fur et à mesure que vous montez, le sentier passe par des évents de vapeur actifs, appelés fumerolles. L'air sent le soufre, comme des œufs pourris. Et vous pouvez voir la vapeur chaude s'échapper des fissures dans la roche. Vous grimpez littéralement une montagne vivante et respirante. La caractéristique la plus étonnante est le sommet. De là-haut, vous pouvez regarder dans le cratère moussu. Mais la vraie vue est la symphonie volcanique autour de vous. Vous voyez l'île entière et minuscule de Kamigain à vos pieds, y compris le célèbre banc de sable de l'île Blanche. Et au-delà, vous pouvez voir les îles de Bohol, Sibu et la côte de Mindanao. C'est une vue époustouflante à 360 degrés. Et parce que c'est une île volcanique, les avantages sont chauds. Après votre ascension difficile, vous pouvez vous rendre directement aux sources chaudes ardentes, Ardent Hot Springs, une série de piscines avec de l'eau chaude et thérapeutique chauffée par le volcan lui-même. Se rendre à Kamigain fait partie du plaisir. Vous pouvez voler directement vers le petit aéroport de l'île ou, plus communément, prendre l'avion pour Cagayan de Oro, Mindanao, et prendre un bus de 2 heures, puis un ferry d'1 heure. Ou encore, venir de Bohol via un ferry de plusieurs heures. Pour escalader le Ibok-Ibok, vous devez obtenir un permis du bureau du DENR dans la ville de Mambajao et engager un guide local obligatoire. C'est une ascension sérieuse. L'île regorge de petits centres de villégiature et de maisons d'hôtes charmantes. Et la nourriture est unique. Vous devez essayer les lanzon, un petit fruit sucré ressemblant à du raisin, pour lequel l'île est célèbre. Ils ont même un festival pour cela. Essayez aussi le pastel, un petit pain doux et sucré rempli de yema, une riche crème anglaise. Ce volcan est vivant, mais à Negros, un géant jumeau se cache dans une forêt de nuages. Nous voyageons maintenant vers la grande île de Negros, dans les Visayas. Dans la province de Negros orientale, près de la ville universitaire de Dumaguete, se trouve un complexe volcanique massif, connu sous le nom de Montalinis. Ce n'est pas un seul pic, mais un tango de volcans jumeaux. On l'appelle souvent les cornes de Negros, en raison de ces 2 pics proéminents et déchiquetés. C'est un volcan complexe, endormi, et ses pentes abritent l'une des forêts de nuages les plus étonnantes et surréalistes. La partie la plus étonnante est l'écosystème. En montant, vous entrez dans un monde de haute altitude où les arbres sont drapés de mousse, d'orchidées et de fougères. L'air est frais et brumeux. La forêt est si dense et silencieuse qu'elle ressemble au cœur indompté de Negros. Elle regorge d'animaux sauvages endémiques, notamment des oiseaux rares et des cerfs. La randonnée est une expédition difficile de 2 à 3 jours. Les sentiers sont abrupts, boueux et serpentent à travers cette forêt de nuages denses et désorientantes. En chemin, vous découvrirez des vallons cachés et 2 magnifiques lacs de cratères, le lac Yagumium et le lac Nalig. Ce sont des endroits parfaits pour camper, avec les arbres moussus et étranges se reflétant dans l'eau sombre et calme. Vous devez engager un guide local. Ils sont les seuls à pouvoir naviguer sur les sentiers déroutants et à déverrouiller les vallons cachés. Le sommet lui-même est un perchoir rocheux et exposé qui offre des vues imprenables sur les cornes jumelles et l'île de Cebu de l'autre côté du détroit. Arriver ici, c'est facile. Vous prenez l'avion pour la cité de Dumaguete. C'est un gâteau décadent à la meringue aux noix de cajou. Et essayez le bud bud, un gâteau de riz gluant sucré et collant, souvent servi avec du chocolat chaud. Ces géants jumeaux sont sauvages, mais près de Davao, un autre type de montagne est un sanctuaire de silence. Nous reprenons l'avion pour Mindanao, vers la grande ville animée de Davao. Juste à l'extérieur de la ville, un autre type de montagne incroyable existe. Ce n'est pas un pic sauvage et indompté, c'est un sanctuaire de silence.
C'est la montagne de prière de Tamayong, Tamayong Prayer Mountain. Cette montagne est un sanctuaire privé, un lieu de foi et de méditation. Ce qui la rend si spéciale, c'est la beauté pure et manucurée et le profond sentiment de paix. Tout le flanc de la montagne a été cultivé en un jardin magnifique, avec des coins de prière et des lieux de confession perchés sur des falaises. La partie la plus incroyable est la forêt renaissante. Cette zone était autrefois stérile. Mais au fil des décennies, elle a été reboisée et transformée en un paradis luxuriant. Vous marchez à travers des jardins immaculés. Passez devant des cascades et entrez dans des bosquets silencieux. L'air est rempli du murmure du vent et du bruit des oiseaux. C'est un endroit où la foi et la nature se mêlent. Ce n'est pas une randonnée d'aventure, mais une marche pour l'âme. Les vues sont incroyables, donnant sur la ville de Davao et la mer. Mais le véritable but est la réflexion. C'est un confessionnal au sommet de la montagne pour l'âme errante. Arriver ici nécessite une permission. C'est une propriété privée. Vous ne pouvez pas simplement vous présenter. Vous devez contacter l'administration bien à l'avance et demander une visite. Elle est située dans le district de Tamayong, à environ 1 heure de route du centre de la cité de Davao. Vous prendriez l'avion pour la cité de Davao, qui dispose d'un grand aéroport international. De là, vous loueriez une voiture ou un taxi pour vous emmener sur la longue route sinueuse jusqu'à l'entrée. Ce n'est pas un lieu pour le tourisme bruyant, c'est un lieu de respect. Il est demandé aux visiteurs de s'habiller modestement et de maintenir l'atmosphère calme et de prière. Pour l'hébergement, la cité de Davao compte d'innombrables hôtels pour tous les budgets. Et la nourriture à Davao est légendaire. Vous devez essayer le durian, le roi des fruits, célèbre pour son odeur unique et son goût crémeux de crème pâtissière. Pour quelque chose de moins intense, essayez le kinilaw frais, un ceviche philippin fait avec du thon frais. Cette montagne est pour l'âme, mais à Surigao, un autre pic est un enfer intermédiaire. Nous voyageons maintenant vers la bordure orientale de Mindanao, vers la province de Surigao del Sur. Cette région est célèbre pour sa rivière enchantée, mais elle cache également une montagne difficile, le mont Darala. C'est un pic pour ceux qui cherchent à se tester. Il est connu comme un enfer intermédiaire. L'ascension est difficile, mais ce qui la rend si notoire, c'est la descente. Le sentier est si abrupt et glissant qu'il est célèbre pour rendre humble l'orgueilleux. La caractéristique la plus étonnante est la forêt et les rivières. Les pentes du mont Darala sont couvertes d'une jungle luxuriante trempée par la pluie, et cachées dans cette jungle se trouvent des rivières de jade. L'eau est si propre et claire qu'elle a une belle teinte verdâtre. C'est une longue randonnée d'une journée ou un campement de nuit très difficile. Le sentier n'est pas bien établi. C'est une ascension brute et aventureuse. Vous devrez vous frayer un chemin à travers un feuillage épais et naviguer sur des pentes abruptes et boueuses. La récompense du sommet vaut la peine. Du sommet, vous avez une vue imprenable sur les croissants côtiers de Surigao. Vous voyez la baie de Lianga et le bleu profond de la mer des Philippines. C'est un moment de ravissement vert et brut, un véritable joyau caché à Mindanao.
Venir ici est réservé aux personnes dévouées. Vous devriez prendre l'avion pour la ville de Davao ou la ville de Butuan. De l'une ou l'autre ville, il y a un long trajet en bus ou en van de 4 à 6 heures jusqu'à la ville de Lianga. À Lianga, vous devez vous enregistrer auprès du bureau local du tourisme et engager un guide. Ceci n'est pas un supplément facultatif. La montagne est un labyrinthe. Et un guide est essentiel pour la sécurité. Les hébergements à Lianga sont très basiques, de petites maisons d'hôtes et auberges locales. Ceci est loin des sentiers battus du tourisme. La nourriture est simple et fraîche. Vous trouverez du poisson grillé, de l'adobo et du riz. Ceci est une montagne pour ceux qui veulent gagner leur vue, une ascension difficile, sauvage et profondément gratifiante. Ce pic est un enfer, mais à Batans, les collines sont comme un océan de velours doux. Nous revenons une dernière fois aux îles magnifiques et balayées par le vent de Batan. Si les collines de Naidi étaient le Sentinelle, les collines vallonnées de Vayang sont l'océan vert. Ceci est, sans aucun doute, l'un des paysages les plus surréalistes et les plus beaux de tout le pays. Juste au nord de Basco, ceci est une vaste étendue de vagues de velours. Des collines vertes et vallonnées qui ondulent parfaitement l'une après l'autre jusqu'à ce qu'elles tombent d'une falaise abrupte dans la mer des Philippines occidentales. La partie la plus étonnante est la beauté pure et ininterrompue. Il n'y a pas d'arbres sur les collines, juste un tapis d'herbe verte parsemé de buffles d'eau et de chèvres en pâturage. Le vent est constant. Et vous pouvez voir la ligne dans l'océan où l'océan Pacifique et la mer des Philippines occidentales entrent en collision. Ceci est un lieu pour les rêveries au bord de la falaise. Vous pouvez marcher pendant des heures en suivant les collines ondulantes. Vous pouvez vous asseoir au bord de la falaise et regarder les vagues se briser à des centaines de pieds en dessous. C'est la grâce provocante de la nature. Et voici un fait étonnant. Par une journée parfaitement claire, depuis les points les plus élevés de ces collines, vous pouvez avoir un aperçu de Taïwan. L'extrémité sud de Taïwan n'est qu'à environ 120 000. S'y rendre fait partie de la visite du nord de Batam. Vous pouvez facilement l'atteindre à vélo, en scooter ou en tricycle depuis la ville principale de Basco. Il n'y a pas de frais. C'est juste un pâturage ouvert et communautaire. Vous séjournez à Basco, dans l'un des hébergements familiaux locaux, vous mangez la nourriture locale, y va-t-on. Mais la chose principale que vous faites ici est d'être. Vous vous déconnectez. Vous marchez, vous sentez le vent et le soleil. C'est un endroit qui calme l'âme et vous remplit d'émerveillement. Les collines vallonnées de Vayang sont un témoignage de la beauté brute et sculptée des îles les plus septentrionales et tropicales de la planète. Ces collines sont pour l'âme, mais à Mindoro, un dernier pic offre une vue sur le chaos total. Notre voyage final nous ramène à Mindoro, mais pas au terrifiant mont Halcon. Nous allons à la destination touristique de Puerto Galera, mais nous quittons les plages et montons. Ceci est le mont Malasimbo, un éperon conquis par scooter, dans l'enchevêtrement de la jungle de Mindoro. Ce n'est pas une randonnée au sens traditionnel, c'est une route pavée raide et sinueuse que vous pouvez monter entièrement en scooter. Qu'est-ce qui la rend si spéciale? La vue du sommet, c'est un secret élevé.
que beaucoup de ceux qui sont sur la plage en bas ne voient jamais. Du point de vue, vous avez une vue panoramique stupéfiante de la baie du Chaos turquoise. Vous voyez le port célèbre de Puerto Galera, l'un des plus beaux au monde, parsemé de centaines de yachts blancs et de bateaux banca locaux. L'eau a une douzaine de nuances de bleu. Et les îles et péninsules, couvertes de jungle, créent un labyrinthe époustouflant et complexe. La partie la plus intéressante est le choc. En bas, c'est la fête. Ici, c'est la jungle totale. La montagne abrite la tribu Iraya Mangian et la zone était pendant un temps célèbre pour le festival de musique et d'art de Malasimbo, qui amenait des artistes internationaux à ce perchoir de la jungle. Ceci est le sommet le plus facile de notre liste, mais la vue est celle qui vous vole votre souffle pour toujours. C'est le point final parfait, en haute altitude, d'un voyage à travers les Philippines. S'y rendre est facile. Depuis Manille, prenez un bus jusqu'au port de Batangas, 2 heures. Ensuite, prenez un ferry public d'1 heure jusqu'à Puerto Galera. Une fois dans la ville principale, vous pouvez louer un scooter pour quelques centaines de pesos et le conduire directement au sommet. Puerto Galera est rempli de centaines d'hôtels, de complexes hôteliers, de maisons d'hôtes et de restaurants. Du super budget au luxe total. La nourriture est internationale, mais vous pouvez toujours trouver de la bonne cuisine philippine locale. Ceci est la vue ultime, à faible effort et à haute récompense. Un endroit qui prouve que vous n'avez pas toujours à souffrir pour une vue de montagne incroyable, valant $1 million. Nous avons vu 30 endroits qui ne devraient même pas exister. Les Philippines cachent des mondes dans des mondes, des pics déchiquetés et brutaux aux étapes émeraudes sereines. Ces lieux valent-ils mieux d'être cachés ou devraient-ils être partagés avec le monde? Faites-nous connaître vos pensées ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de voyages dans l'incroyable.